Merci aux équipes qui ont préparé cette vidéo et aux personnes, bien sûr, qui ont témoigné. Monsieur Chassignet, allez, prenez un micro. Quelle différence est-ce qu'on peut déjà faire, parce qu'on voit là qu'il y a un parcours, clairement, peut-on faire entre le logement et l'hébergement? Alors, je l'expliquais un petit peu tout à l'heure, hein, c'est vrai qu'on parlait logement... Et le public a peut-être changé. Voilà, mais c'est pour pas être trop redondant pour les spectateurs qui étaient là dès l'origine, dès le début d'après-midi. Qui dit pour nous logement, c'est pas de limitation de durée. On est chez soi aussi longtemps qu'on le souhaite. Qui dit hébergement dit en règle générale une durée de séjour, alors qui est conditionnée, qui est plus ou moins définie, mais en tout cas qui est conditionnée, et la plupart du temps par des formes de contrats, d'objectifs à accepter. Alors que le logement, les règles sont plus simples, hein, c'est la loi de 89, on est chez soi, on paye son loyer, on respecte, on habite en bon père de famille, et à partir du moment où on paye son loyer, on assure son logement, on peut y rester aussi longtemps qu'on le souhaite. Alors, on l'a dit aussi tout à l'heure, un logement, ça ne fait pas tout. Par contre, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'est-ce qu'il faut pour apporter une réponse cohérente plus globalement? Alors, la question de la réponse, elle est d'abord liée à la question du besoin des personnes. Chacun aspire à vivre différemment. On n'est pas tous formatés de la même manière, et ce qui importe pour nous, c'est de partir d'abord un peu du souhait, de l'envie des personnes. Et ce qu'on observe aujourd'hui, ce que les associations qui agissent sur le champ du mal logement nous disent, c'est que parfois même les personnes qui sont à la rue ou très mal logées ne s'autorisent même pas à imaginer un jour être dans un logement. On leur a tellement dit, tu n'es pas capable d'eux, il n'y a pas de logement pour toi. Donc il y a vraiment un changement et un travail d'accompagnement à faire auprès des personnes pour qu'elles intègrent elles-mêmes le fait que, oui, il est sans doute possible d'accéder à un logement, c'est un droit, c'est un droit pour tous. Et puis également pour les travailleurs sociaux qui se disent, mais c'est tellement galère d'obtenir un logement accessible qu'on n'arrive même plus à embarquer les personnes à s'imaginer la chose possible. Donc il y a vraiment cette question d'abord qui est de changer l'esprit dans lequel les personnes se trouvent assignées, et des travailleurs sociaux qui accompagnent en se disant mais oui, il y a des choses possibles, le logement, l'accès au logement reste possible, il est pas simple, on n'est pas, je ne sais plus qui parlait de bisounours, et c'est pas aussi simple que ça d'accéder directement au logement, mais en tout cas, il y a des modalités qui permettent aujourd'hui d'accéder au logement, qui qu'on soit, quel que soit son statut, et ça nous paraît important de promouvoir ça, parce que c'est, comme on le dit souvent, c'est le départ pour nous d'un parcours d'inclusion, alors que souvent on a plutôt tendance à inverser les choses en disant le logement c'est le Graal quand on a passé toutes les étapes dont certains ont été décrites tout de suite dans ce petit film, en disant ouais, peut-être si je vais bien dans mon logement, dans ma chambre ou dans mon hébergement d'insertion, peut-être qu'un jour j'aurai droit à un logement. Et en fait, ce qu'on essaie de vérifier, c'est qu'on peut inverser la tendance. Alors du coup, j'avais une question, c'était est-ce que les dispositifs massifs, selon vous, c'est le bon modèle de réponse? Ça rejoint un peu aussi ce que vous disiez avec le côté le logement pas la finalité, ou au contraire, il y a quand même des bonnes réponses? Je crois qu'il y a autant, il faut essayer de trouver, d'imaginer autant de réponses qu'il y a de besoins, et pas aujourd'hui, en France notamment, on est dans une logique de dispositif. Donc, s'il y a une place quelque part, on va essayer de trouver la personne pour la mettre dans la place qui est libre. En fait, c'est peut-être pas tout à fait comme ça qu'il faut essayer de raisonner, c'est de se dire que quel est le besoin de la personne, et le besoin n'est pas le même pour tout le monde, et comment avec la personne, on va essayer de trouver la meilleure réponse, souvent la moins mauvaise réponse,
faut être aussi lucide. Hein. Le logement, on en a parlé beaucoup, il est peu accessible. Alors on parlait d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes en perte d'autonomie tout à l'heure, mais il y a aussi la question économique. Un logement coûte cher, donc il faut trouver des logements qui soient adaptés aux ressources de la personne, du ménage, et ça c'est effectivement important. Il faut aussi trouver des logements qui se situent là où les gens ont un peu envie d'être, là où ils ont des liens, des relations. Envoyer les gens à l'autre bout de la terre ou de la France ou de la ville, dans les quartiers parfois d'habitat populaire, c'est pas aussi simple que ça pour des personnes qui ont un peu de réseau au centre-ville. Quelqu'un qui a fait la Manche pendant des années au centre-ville de Besançon, et ben, il a créé des réseaux, il a des liens avec les commerçants, avec des voisins, et lui dire bah, ton logement il va être à l'autre bout de Besançon, c'est peut-être pas aussi simple que ça. Madame Filaki, on l'a vu, la vidéo nous a montré des bénéficiaires de l'accompagnement de vos services, du CCAS. Quel est votre rôle dans le parcours des plus précaires, justement, dans cet accès au logement? Ouais, moi, je rebondirais sur le fait que nous, on construit un parcours avec des personnes, qu'on tient compte de leurs besoins, et que pour ça, le CCAS, depuis de nombreuses années, développe des dispositifs qu'il adapte à chaque fois aux nouveaux besoins. Donc nous, on accompagne les gens de la rue jusqu'au logement et en passant par de l'hébergement comme on a pu le voir dans le petit film, puisque c'était l'Agora. Moi, ce que je dirais par rapport au logement d'abord, c'est que avoir un logement, d'accord, et je suis d'accord sur le fait que la difficulté, c'est souvent de trouver le logement adapté, hein, le petit logement ou le logement avec un loyer qui est supportable. Mais nous, on appuie aujourd'hui beaucoup sur l'accompagnement. Hein, on développe les mesures d'accompagnement vers et dans le logement, parce qu'aller vers le logement est une première étape, mais la deuxième étape et une étape importante, c'est dans le logement. C'est tout cet accompagnement et cet étayage dont vont avoir besoin les personnes, surtout les personnes qui ont un parcours de rue, par exemple, et avec lesquelles il va falloir déconstruire toutes les représentations et toutes les modalités de vie qu'ils ont pu avoir précédemment. Et puis je voulais dire aussi, donc nous on fait de l'accompagnement vers et dans le logement au sein d'un service qui est le service d'accueil et d'accompagnement social, donc qui s'occupe plus particulièrement des personnes à la rue. Mais après, le logement n'est pas possible pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a d'autres dispositifs, comme on vient de voir au sein de la résidence Agora, qui sont là des dispositifs plus d'hébergement ou des dispositifs de logement, mais de logement un peu collectif, dans lequel l'accompagnement reste présent. Et ça, c'est important parce que le logement d'abord, d'accord, mais toute une partie du public va avoir besoin d'un avant le logement. Et je pense que le film le montre bien. C'est des gens qui construisent tout un parcours. Le monsieur, il dit, j'avais besoin de m'auto-structurer. Donc, je veux dire, le logement, oui, mais parfois, il y a des étapes au préalable. Et ces étapes préalables, on les trouve comme l'Agora, par exemple, où on a 5 dispositifs différents qui répondent à des besoins et des étapes différentes dans le parcours logement des usagers. Alors justement, j'allais vous demander comment se construit un parcours logement, puisque vous l'avez dit, il faut des étapes. Pour certains, c'est indispensable. Oui, il faut des étapes. Alors déjà, il y a un accompagnement, il y a déjà un diagnostic, une évaluation, il y a aussi écouter la personne dans ce qu'elle veut. Et après, on a des dispositifs qui sont complémentaires, voilà, les uns des autres. Par exemple, vous aviez un monsieur qui avait été hospitalisé, donc on va plutôt, quand il va sortir d'hospitalisation, il va aller sur les lits halte soins santé, qui sont un dispositif spécifique pour éviter qu'il reparte à la rue. Vous aviez cette dame qui était passée par un abri nuit, puis par un hébergement d'urgence, puis ensuite par une résidence sociale. Donc ça se construit, on a des dispositifs qui se construisent, mais c'est surtout tout le travail que font les équipes, tout le travail que font les travailleurs sociaux avec les usagers pour les amener à choisir la solution la plus adaptée à leurs besoins. Alors, il y a, vous le disiez, de nombreux dispositifs. Vous pouvez nous en donner quelques-uns, peut-être ? Ben, l'Agora, c'est... Pas tous, parce que vous savez ce qu'il y a. Il y a les stands. Donc, c'est pas grave. Mais si vous pouvez nous en donner peut-être quelques-uns. Oui, ben, on va avoir pour les personnes à la rue, on va avoir déjà les glacis, qui est un abri de nuit, hein, dans lesquels les gens vont pouvoir être mis à l'abri pendant la nuit. Ensuite, en structure d'hébergement au sein de la résidence Agora, on va avoir l'hébergement d'urgence, hein, qui est un premier accueil. On va avoir les lits halte soins santé lorsqu'on est en sortie d'hospitalisation. Puis on va avoir le centre d'hébergement de réinsertion sociale, qui est là vraiment un premier pas vers le logement. Voilà, là on travaille une plus grande diversité, notamment l'insertion professionnelle avec les personnes.
Puis après, on a des dispositifs de logement en collectif que vont être la résidence sociale ou après la maison relais. Voilà, qui sont vraiment un premier pas. Là, on est dans du logement, mais on n'est pas encore dans du logement autonome. Voilà, on est dans des logement encore collectif. Pardon, des réponses pour les personnes en difficulté de santé mentale, notamment? Alors, ça, aujourd'hui, c'est une de nos... Vous la voyez venir, ma transition? Ouais. C'est une de nos plus grosses difficultés, effectivement. C'est un public avec des difficultés de santé mentale pour lequel on a aujourd'hui des dispositifs beaucoup plus adaptés qui sont des dispositifs spécifiques. Voilà. Au hasard, parce que je n'ai pas du tout anticipé ma transition, Madame Schweitzer, vous êtes directrice du groupe de coopération sociale et médico-sociale Un chez soi d'abord à Besançon. On parlait de santé mentale à tout hasard, c'était pas du tout calculé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste concrètement Un chez soi d'abord à Besançon? Oui, alors nous on est la déclinaison... Rapprochez un petit peu le micro. D'accord, pardon. On est la déclinaison vraiment le plus au bout du logement d'abord. Donc Un chez soi d'abord, on est des appartements de coordination thérapeutique, donc à destination des personnes à la rue ou très mal logées et souffrant de pathologies psychiatriques sévères. Donc on est vraiment sur une population très à la marge. Le paradigme du chez-soi, c'est de se dire que ces personnes ont des capacités, quand bien même elles ont vécu longtemps à la rue. L'idée, c'est de les mettre en logement directement. Il n'y a pas eu tout cette étape, ces différentes étapes, et les réinsérer dans leurs droits, dans la société, à partir de ce logement, avec un accompagnement pluridisciplinaire. J'allais, là encore, vous demander comment vous... Non, mais c'est très bien, vous me faites de parfaites transitions. Comment vous prenez en charge justement la problématique spécifique de la santé mentale? Alors en fait, les ACT, donc c'est un modèle, il y a un cahier des charges national, et il y a 5 structures qui composent le GCSMS de Besançon. Donc on associe la DDSEA sur un volet addictologie, Julienne Javel sur le logement, Solia IS qu'on a eu tout à l'heure sur la captation et l'IML, Novillard pour les soignants et le CCS. Et donc l'équipe est constituée de professionnels venant de ces 5 structures. Et donc on assure un accompagnement qui est dit intensif, une visite par semaine, mais plus si nécessaire. Et le public visé, c'est donc un public en difficulté d'accès au logement d'une part et présentant par ailleurs des problématiques spécifiques? Oui, les personnes, alors il y a vraiment, le cahier des charges est très précis, c'est des pathologies psychiatriques sévères, donc attestées par un certificat, donc on est vraiment sur une population, on va dire, généralement exclue des systèmes qui consomment également des produits. Et dans le chez-soi, il n'y a pas de logique d'abstinence. En fait, on accompagne les personnes dans une logique de réduction des risques, donc essayer de consommer moins et plus propre. Un rétablissement, ça veut dire que même si on a été à la rue, qu'on souffre de pathologies psychiatriques, on peut avoir un rêve. Il faut apprendre à vivre avec sa maladie. Ce n'est pas une fatalité, alors on ne va pas forcément guérir, mais essayer de vivre au mieux. Et donc voilà, essayer de les accompagner. Et aujourd'hui, on accompagne 47 personnes sur la ville. Du coup, je ne vous demande pas combien de personnes vous accompagnez. Et quelles sont les retombées attendues de votre action? À quel moment un chez-soi d'abord a réussi à marcher? Moi, je dirais que quand par exemple quelqu'un, qu'on va à Novillard et qu'on nous dit Monsieur Untel, ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas vu, donc c'est qu'il va mieux. Quand on a des personnes qu'on accompagne qui se réunissent sans nous, qui arrivent à de nouveau avoir une vie sociale, aller au restaurant, enfin, c'est compliqué en ce moment, mais faire une sortie sans nous, quelqu'un qui arrive à prendre soin de son logement et on voit qu'il y a une vraie appropriation de ce lieu refuge, je pense que c'est des victoires. Et il y a 34 chez soi, c'est pas si c'était la question suivante, mais il y a 34 chez soi aujourd'hui en France. Non, je ne l'avais pas, mais c'est bien, du coup on a la réponse. Les métropoles ont des dispositifs à 100 places, nous on a des dispositifs à 55 et il se développe des dispositifs en zone rurale, c'est la prochaine étape. Eh ben, merci à vous. Un autre type de public qui peut rencontrer des difficultés d'aide au logement, c'est le public des détenus. Monsieur Lacaille, à quel moment intervient l'association d'aide aux détenus, notamment sur cette problématique du logement? Alors, justement, tout à l'heure, Monsieur Chassigné a évoqué la différence entre hébergement et logement. Et avant l'hébergement, il y a un temps particulier qui est, en tout cas pour le public pour lequel nous on travaille, qui est celui de la sortie de détention. Et souvent, la temporalité de l'hébergeur, que ce soit le CHRS ou Agora,
et celle de la détention, c'est pas la même. Par exemple, quelqu'un qui a une chambre ou un hébergement le lundi, s'il sort le vendredi, qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 jours? Et cette période de transition, pour des gens qui sortent de prison, donc des gens fragiles, c'est une période avec beaucoup de risques, à la fois risque de reconduction, risque de récidive. Rien que sortir de prison un vendredi soir alors qu'on est logé le lundi, si on n'a pas d'argent, on rentre dans le bus, il y a déjà un délit, et puis après il peut y avoir plus que ça. Donc effectivement, nous on travaille sur cette période où on finance, avec l'aide de la Fondation Abbé Pierre d'ailleurs, les premières nuitées, les premiers repas, ça peut être entre 2 et 10 jours. Et comment ça se passe concrètement? Comment vous savez à quel moment intervenir? Alors, justement, l'atout de l'association, c'est qu'elle a, dans la maison d'arrêt, ses bureaux, mais aussi une travailleuse sociale, Corinne Graffin, qui assiste aux commissions pluridisciplinaires, qui prépare, où elle est au courant des sorties qui vont se faire. Et si une sortie arrive de manière impromptue, elle peut en être informée soit par les conseillers d'insertion du SPIP, soit par le détenu lui-même, soit même par un surveillant. Donc, par exemple, pour montrer la complexité des choses, c'est que il peut arriver que quelqu'un qui est en détention préventive, le magistrat décide en milieu de semaine que l'enquête est suffisante, donc il quitte la détention. Donc cette personne à ce moment-là, elle se retrouve à la rue si elle n'a pas un peu d'argent, s'il n'y a pas un contact, s'il n'y a pas une facilité pour permettre les premières nuitées. On est effectivement quelqu'un qui peut être en danger pour lui-même ou même dangereux pour la société. Donc effectivement, le travail que l'on fait, c'est un travail un petit peu en dentelle, donc en fonction des situations, pour éviter tous les risques de récidive. Et quelles sont quelle est la grande problématique que vous rencontrez? Bon, la grande problématique, elle est effectivement, puisque nous on s'adresse à un public, c'est pas l'ensemble de la population pénale, ceux qu'on appelle d'un vilain mot les indigents. Le mot indigent, on l'entend qu'en prison, c'est les gens qui ont peu d'argent, qui sont isolés, qui effectivement sont démunis. Et ce public-là, effectivement, il ne maîtrise pas les codes sociaux. Donc, s'il n'est pas aidé, s'il n'est pas accompagné, il est en difficulté. Donc, notre problématique, c'est effectivement en lien avec les hébergeurs, donc les CHRS ou l'Agora, d'aider cette transition et de la faciliter. Merci à vous. Et pour terminer, Monsieur Després, alors vous êtes directeur territorial adjoint de Bourgogne-Franche-Comté à Doma. Alors, est-ce que vous pouvez, en un mot très bref, vous aurez compris que je regarde ma montre régulièrement, en un mot très bref, nous rappeler les missions d'Adoma? Alors, les missions d'Adoma, elles portent 2 missions. La mission d'hébergement des demandeurs d'asile, puisqu'on est le premier opérateur national en termes d'accueil des demandeurs d'asile. Et nous pilotons aussi le logement accompagné. Et sur Besançon, ça se traduit par 300 logements en résidence sociale et foyer de travailleurs migrants. Alors Adoma, c'est souvent assimilé au foyer de travailleurs migrants. Voilà. Alors clairement, c'est plus non plus aujourd'hui le produit spécial d'Adoma. On a plein de traitements des foyers pour les basculer en résidence sociale et qui permettent d'accueillir un public beaucoup plus large aujourd'hui, dans toutes ses complexités, travailleurs précaires, familles monoparentales, et non plus cet unique public travailleurs migrants. Aussi, mais pas que. Aussi, mais pas que. Quel type de logement vous proposez? Alors, on propose des petites typologies de logements. Auparavant, nos foyers étaient des chambres de 7 mètres carrés, donc c'est plus vraiment d'actualité. On va proposer des typologies de type studio, T1 prime pour les couples, T1 bis pour les familles monoparentales et puis des T2 aussi. C'est vraiment une typologie un peu spéciale, des petites typologies avec des redevances modérées qui permettent
aux personnes les plus modestes de pouvoir accéder à un logement transitoire. Parce que là, on est vraiment sur du logement transitoire, on n'est pas voilà, sur la question de l'entrée au logement en direct, comme on pouvait dire. Nous, c'est vraiment de la transition. Et alors, comment on fait, comment font les publics pour bénéficier d'un logement à Doma? Alors, en fait, tout est piloté par le SIAO, sur Besançon en tout cas, en lien aussi avec la CODAL, qui va orienter, suivant le diagnostic qui est fait de la personne et ses ressources, en fonction de ses ressources, qui va être orienté sur la résidence sociale. Donc à Doma, une demande en ligne, et pour laquelle il faut constituer un dossier en ligne. Et j'imagine que vous collaborez aussi donc avec d'autres opérateurs et acteurs de l'insertion et de l'action sociale dans cette mesure? Bien sûr, c'est un véritable maillage sur le territoire. Les résidences sociales répondent à des besoins, mais on n'est pas grand-chose sans tous les acteurs locaux que sont le CCAS, le conseil départemental et tous les acteurs de l'insertion, parce que c'est réellement ça, le sujet, c'est l'insertion. Nous, on stabilise, on reconstruit, les personnes se reconstruisent dans le logement en vue de se réinsérer et d'aller vers le logement autonome qui est pour nous la finalité. Merci à vous. Alors j'imagine que comme moi, vous êtes un peu frustrés, vous aimeriez en savoir plus. Et bien vous savez quoi? Il y a les stands. Et là, ça va falloir aller vite ce coup-ci, parce qu'on a pris un peu de retard. Donc vous avez moins de 10 minutes avant d'avoir notre table ronde de conclusion, puis un tirage au sort, puis des gros chèques, puis plein d'autres trucs à venir. Donc je vous laisse un peu moins de 10 minutes et on se retrouve juste après pour clôturer nos échanges.